Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui je vous propose un conte de fées. Le conte du David qui voulait être un Goliath. David, il s'appelle en fait Zenfone 8. Le Zenfone 8 est un petit smartphone qui espère offrir une expérience complète et qualitative comme un grand flagship que vous pouvez trouver donc dans toutes les autres marques. Dans ce test, nous parlerons donc écran, autonomie, performance, design. Nous allons voir si effectivement ce petit smartphone a tout d'un grand. Allez, c'est parti! Comme d'habitude, nous allons commencer ce test avec un petit tour du produit, avec un petit unboxing. On va regarder un petit peu comment est le produit à l'extérieur et puis aussi sur l'interface. Une petite boîte en carton, mais pas lisse, pas brillant. Moi j'aime beaucoup le toucher vraiment doux de cette boîte avec d'abord à l'intérieur une coque. Oh, quelle est belle la coque! C'est une coque en plastique rigide, hein, contrairement à ce que vous pouvez trouver par exemple chez Realme ou chez Oppo. Là, on est sur une coque rigide. Sur le ROG Phone 3 et sur le ROG Phone 5, c'est exactement pareil. Il y a aussi beaucoup de trous partout. À l'intérieur, le petit smartphone. Qu'est-ce qu'il est petit? Qu'est-ce qu'il est mignon? Hop, on l'a évidemment allumé. Hop, voilà. En dessous du petit volet, nous avons deux accessoires. Un câble USB type C et un chargeur. Nous reverrons bien sûr le chargeur et le câble plus tard. Revenons sur le petit smartphone qui va bien, qui est mignon. Par rapport à ce que nous avons l'habitude d'avoir, c'est vraiment très petit. C'est un écran qui fait 5,9 pouces. Quand vous le tenez à la main, vous pouvez quasiment faire toute la surface. Faisons le tour du propriétaire, du verre minéral, Gorilla Glass 6. Là, on est sur du verre qui est poli, donc qui n'est pas brillant. C'est très beau. Nous avons un petit bloc photo, tout petit mignon. Là aussi, hein, quand même, dans ce téléphone, tout est petit. Donc, on a un petit bloc photo avec deux capteurs photo que nous reverrons bien entendu. À l'avant, donc, cette dalle de 5,9 pouces avec un petit poinçon qui est ici. Pas de flip caméra ici, bien entendu. Là, nous avons du Gorilla Victus à l'avant. Donc, c'est un verre minéral de chez Corning qui est d'une génération supérieure à celle du Gorilla 6 qui est là. Regardons un petit peu ce qui se passe aussi sur les tranches parce qu'il y a des choses à dire. D'abord, tranche d'en dessous, vous avez un USB, vous avez le haut-parleur principal, vous avez ici un micro, vous avez ici aussi le tiroir pour la SIM et là, vous avez la LED de notification. Une LED de notification qui n'est donc pas ici en haut de l'écran, mais sur la tranche inférieure. Quand vous avez le smartphone qui est posé sur la table, la notification, vous la voyez du coin de l'œil sur la tranche inférieure. Alors, vous pouvez aussi vous baisser un petit peu pour la voir bien comme il faut. Oh, que c'est mignon! Déporter la LED de notification sur la tranche inférieure, c'est sympa, c'est rigolo. Mais c'est vrai que pour ceux qui sont habitués, ça risque de faire un gros changement. On aurait pu quand même mettre cette LED de notification à un endroit qui est habituel pour les consommateurs. Ici, sur cette tranche, nous n'avons rien du tout. Ici, nous avons un port jack. Oh, 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 le retour du port jack. Vous avez ici un micro secondaire pour la réduction de bruit active. Et vous avez aussi un troisième micro ici d'ailleurs. Beaucoup de marques oublient de mettre un microphone à l'arrière pour la prise de son en vidéo. Moi personnellement, j'aime bien avoir ce micro parce qu'il prend vraiment bien le son quand on fait de la captation vidéo. Hop, ici, dernière tranche, bouton de mise en marche et contrôle du volume. Et voilà. Côté design toujours, mais côté logiciel, nous avons ici Zen UI 8 qui est sur Android 11. C'est une interface qui est plutôt classique, que nous connaissons bien parce que nous avons testé le Zenfone 7. Et c'est aussi une interface que vous pouvez retrouver dans les ROG Phone si vous décidez de ne pas adopter ROG UI. C'est une interface où vous avez tout ce qu'il faut qui va bien, avec les volets qui vont bien. Par défaut, il n'y a pas les boutons de navigation dans l'interface. Mais vous pouvez bien sûr les activer à partir du menu paramètres. Menu paramètres où vous retrouvez les onglets de d'habitude dans Android, plus le petit onglet avancé qui est ici, avec tout ce qui fait la particularité de Zen UI. Vous retrouvez par exemple gestionnaire de mobile, qui est une boîte à outils pour optimiser l'interface, pour optimiser le logiciel, pour optimiser les performances aussi du téléphone. Vous avez ici Génie du jeu, qui est un héritage des ROG Phone, où vous pouvez avoir un volet à l'intérieur des jeux, similaire à celui que vous avez quand vous jouez avec un ROG Phone. Il y a plein de petites choses ici que vous retrouvez spécifiques à Zen UI qui vous permettent d'avoir une expérience légèrement différente de ce que vous avez avec d'autres téléphones. Côté application préinstallée, vous avez ici un ensemble qui est plutôt léger avec très peu d'applications Google,
mais juste le nécessaire, juste le minimum de ce que Google oblige les constructeurs à préinstaller pour avoir la certification Android. Vous avez aussi quelques applications commerciales, partenaires, avec par exemple Instagram, vous avez Facebook, vous avez Netflix, vous avez aussi Facebook Messenger. Et vous avez quelques petites applications Asus, mais franchement, là encore, c'est très léger, c'est juste ce qu'il faut pour commencer avec le téléphone. Et puis après, vous allez sur Google Play pour personnaliser les applications que vous voulez avoir, pour avoir l'expérience que vous voulez avoir. Après avoir fait le tour du produit, on va parler maintenant de l'écran. Ici, nous sommes donc face à une dalle de 5,9 pouces, donc moins de 6 pouces. Ça, c'est très intéressant. Ça permet d'avoir donc une bonne prise en main et d'avoir accès facilement à quasiment l'ensemble de l'écran. C'est un écran qui est Full HD+, avec une résolution de 445 pixels par pouce. Le taux de rafraîchissement est ici de 120 Hz. Il est adaptatif. Ça veut dire que vous avez un mode automatique qui vous permet de passer de 60 à 90 ou à 120 en fonction des contenus qui sont affichés à l'écran. La fréquence d'échantillonnage est de 240 Hz, c'est-à-dire 2 fois plus que le taux de rafraîchissement. Ça, c'est classique. Il y a 4 modes d'affichage des couleurs dans ce téléphone: défaut, cinématique, naturel et standard. Les modes les plus respectueux des couleurs sont les modes cinématique et standard. Vous avez un delta E qui est autour de 3 et vous avez une température des couleurs quasi parfaite. Les couleurs les plus saturées sont le vert, sont le bleu et un petit peu le rouge. Les deux autres modes sont bien plus saturés, avec un delta E qui monte jusqu'à 4 et avec une température moyenne des couleurs qui monte jusqu'à 8000 degrés. C'est très élevé. Vous avez aussi un 5e mode qui est un mode personnalisable où vous pouvez régler la température des couleurs comme vous le voulez et aussi un petit peu le contraste. C'est un mode qui n'est pas si personnalisable que ça, donc attention. La luminosité maximale annoncée est de 1100 nits. Mais évidemment, c'est une valeur qui est en mode automatique, sous certaines conditions et vraiment localement. Nous avons mesuré une luminosité manuelle maximale comprise entre 460 et 510 nits selon les modes d'affichage. C'est un écran qui est vraiment beau à regarder, très précis, très agréable à utiliser, malgré quelques petites imperfections au niveau du respect des couleurs. La partie performance est une partie ambiguë parce que d'un côté, il y a de hautes performances. Nous avons un Snapdragon 888. Dans notre unité de test, nous avons même 16 Go de RAM, ce qui est la meilleure configuration possible pour le Zenfone 8. Et en même temps, c'est un petit smartphone. À l'intérieur, l'espace est assez serré. Il y a moins d'espace pour la dissipation de chaleur. Il y a aussi moins de métal pour dissiper cette chaleur, pour la véhiculer vers l'extérieur. À l'heure où nous montons cette vidéo, nous n'avons pas été en mesure de faire les benchmarks habituels sur ce smartphone. Donc vous ne retrouverez pas les chiffres que nous avons l'habitude de vous donner. Nous avons été obligés d'attendre la fin de l'embargo qui nous a été imposé par Asus. Retrouvez les premiers chiffres avec Antutu et 3D Mark que nous avons effectués juste après la fin de l'embargo. Et nous mettrons à jour, bien entendu, le test avec d'autres chiffres sur Geekbench, sur GFX Benchmark. Nos premières impressions, hors benchmark, c'est que ce téléphone, rien ne lui résiste vraiment. C'est une belle plateforme, c'est une haute plateforme, c'est vraiment une plateforme très puissante où vous pouvez jouer avec, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire avec n'importe quel autre téléphone. C'est vraiment un téléphone haut de gamme qui offre une expérience vraiment fluide, réactive, quelle que soit la situation. Quand on parle performance, on parle jeu. Quand on parle jeu, on parle aussi chaleur. Il y a un sujet au niveau de la dissipation de la chaleur qui est émise par le Snapdragon 888. Et nous avons vu la température monter. Monter d'abord au-delà des 40 degrés, puis au-delà des 45, et même pour atteindre les 50 degrés. Quand on tient le téléphone, ça chauffe, et ça chauffe assez pour que ça devienne désagréable. Si vous utilisez Genshin Impact avec les graphismes par défaut, c'est-à-dire des graphismes modérés, vous ne ressentirez pas cette chaleur. Si en revanche, vous utilisez Genshin Impact avec les graphismes les plus élevés, là, vous ressentirez vraiment la chaleur. Pour tous les autres usages, fluidité, rapidité garantie. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que si vous n'êtes pas joueur, ce petit défaut-là, il ne vous concerne pas. Comment ça va bien au niveau de l'autonomie? Parce que dans un petit smartphone, généralement, il n'y a pas assez de place pour mettre une grosse batterie. Asus a réussi à intégrer une batterie de 4000 mAh. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal parce que vous avez une batterie qui est largement plus élevée que celle de l'iPhone 12, de l'iPhone 12 mini, donc vraiment sympa. Vous avez exactement la même batterie que dans un Galaxy S21 par exemple, qui est légèrement plus haut, qui a légèrement plus de place. Dans ce téléphone, et peut-être même plus encore que dans d'autres téléphones, il y a une grande différence entre l'autonomie joueur et l'autonomie non joueur. Si vous ne jouez pas, vous avez une autonomie grosso modo d'une journée. Alors, ça dépendra évidemment de certains réglages. Est-ce que le taux de rafraîchissement est en adaptatif ou pas? Est-ce que vous l'avez mis à 60 Hz ou en 120 Hz?
Est-ce que la luminosité est en adaptatif ou pas? Et puis évidemment, est-ce que vous regardez beaucoup de streaming? Mais globalement, une journée, c'est ce qu'il propose. Si vous êtes joueur, là vous avez une autonomie qui peut être de 1h45 au minimum jusqu'à 4 heures au maximum. Avec Genshin Impact par exemple, avec les graphismes élevés, c'est plutôt 1h45. Et avec les graphismes par défaut, et non pas les graphismes bas, vous avez plutôt 4 heures. C'est plutôt très bien parce qu'il y a d'autres téléphones qui ont des batteries qui sont plus grandes, mais qui, eux, n'offrent pas 4 heures d'autonomie. Donc, belle performance. Pour recharger le téléphone, vous avez donc les deux petits accessoires qui vont bien. Ça, c'est un chargeur 30 watts, Quick Charge 4.0. Avec ce chargeur, avec ce câble, nous avons réussi à charger ce téléphone de 0 à 100% avec écran éteint en 83 minutes précisément. 83 minutes, ce n'est pas un très bon score, autant le dire. Mais il y a une nuance, parce que nous avons réussi à aller jusqu'à 62% en une demi-heure, et ça, c'est plutôt bien. Et nous avons réussi à aller jusqu'à 95% en une heure. Ça veut dire qu'il met plus de 20 minutes à charger les 5 derniers pourcents. C'est plutôt correct pour un téléphone comme ça. Il y a aussi la charge limitée, il y a aussi la charge bridée, il y a aussi la charge programmée. Tout ça vous offre une expérience de charge qui est adaptable à vos besoins. Et finalement, si vous chargez le téléphone à 80% tous les jours, eh ben, vous avez une charge en moins d'une heure. Et ça, c'est très bien. Parlons maintenant de la dernière partie de ce test. La photo. En photo, il y a aussi quelque chose d'ambigu avec ce téléphone. Parce que c'est un téléphone haut de gamme, mais c'est un téléphone qui n'a que 2 capteurs photo à l'arrière. Il y a un capteur principal et puis il y a un capteur secondaire qui soit est un grand angle, soit est un téléobjectif. C'est un grand angle. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de zoom optique dans ce téléphone. Aujourd'hui, des téléphones à 800 balles sans téléobjectif, c'est de plus en plus rare. Et ça, c'est dommage. On va regarder un petit peu de quoi est fait ce module photo. Ici, un capteur 64 mégapixels avec un objectif ouvrant à f1.8. Chaque pixel mesure 0,8 microns. Mais comme le capteur utilise la technologie Quad Bayer, vous avez des pixels qui mesurent en fait 1,6 parce qu'il y a 4 pixels qui sont combinés les uns avec les autres, donc ça fait 1,6 de côté. Il y a aussi un double autofocus à détection de phase et il y a un stabilisateur optique. Là franchement, nous avons quelque chose de complet au niveau du capteur 64 mégapixels. L'autre en bas, c'est un capteur 12 mégapixels avec un objectif ouvrant à f2.2 et un angle de vue de 113 degrés. Il y a aussi un double autofocus à détection de phase. Ça, c'est très bien aussi. Et à l'avant, c'est un capteur selfie de 12 mégapixels également. Un objectif qui ouvre à f2.45 et il y a également un double autofocus. C'est très rare d'avoir un double autofocus sur le capteur selfie. Donc ça promet d'avoir des selfies qui sont vraiment de très bonne qualité. Les résultats du 64 mégapixels sont vraiment bons. Il n'y a pas grand-chose à redire sur ce capteur. Il y a de la lumière, il y a du piqué, il y a beaucoup de détails et ça, c'est vraiment très intéressant. Beaucoup de détails. Vraiment, c'est un beau capteur qui fait des très belles photos, surtout en journée. Le zoom est donc numérique et c'est lui qui s'en occupe, bien entendu. Le rapport 2 fois est intégré directement dans l'interface, mais vous pouvez monter jusqu'à 8 fois. La qualité du rapport 8 fois est vraiment très bonne. On peut vraiment utiliser les photos du rapport 8 fois pour faire un album photo par exemple. Il y a évidemment un mode nuit dans ce téléphone. Ce mode nuit offre une expérience qui est plutôt qualitative, même si on aurait pu attendre une meilleure gestion de la lumière et une meilleure gestion des sources de lumière. Le mode nuit est directement intégré au mode automatique, même s'il y a un mode nuit dédié, mais vous pouvez évidemment le désactiver pour avoir un résultat un peu plus naturel. Il y a un mode portrait évidemment dans ce téléphone. Les portraits sont pris en charge par le capteur 64 mégapixels. Les résultats sont plutôt bons, même si nous aurions aimé avoir un détourage peut-être un petit peu plus fin. Il y a en revanche beaucoup de détails dans les visages et ça, c'est très sympa. Parlons un petit peu du mode grand angle. Il est bon sans être vraiment extraordinaire, peut-être un peu sombre. Ce grand angle est en charge du mode macro. Vous pouvez prendre des photos jusqu'à 4 cm de distance. Un grand angle peut s'occuper des macros et ça, franchement, ça nous permettrait d'avoir autre chose que des 2 mégapixels macro qui ne servent à rien. Enfin, le capteur selfie. Le capteur selfie est super avec de beaux résultats, avec beaucoup de lumière, avec là, en revanche, un beau détourage vraiment du visage et du sujet. Le flou d'arrière-plan est très joli et il n'y a pas trop de lissage aussi au niveau du visage. Parce qu'en plus, il y a évidemment des outils d'embellissement du visage et là, ils sont désactivés par défaut. Bonne nouvelle. Donc vraiment, une bonne expérience en selfie, comme nous l'attendions. Quel est mon avis général sur le Zenfone 8? Le Zenfone 8 est un excellent petit smartphone parce qu'il est facile à prendre en main et parce qu'il a tout à l'intérieur pour offrir une expérience complète et qualitative, quelle que soit la situation. Il est puissant, mais il est petit.
mais il est petit, mais il est puissant. Bien sûr qu'on pourrait jouer avec, mais il y a la chauffe. Ah, on voudrait prendre des photos avec, mais on aurait aimé peut-être s'approcher un peu plus du sujet avec un vrai zoom optique. Vous pouvez tout faire normalement, du gaming, du streaming, web, que sais-je encore. Vous pouvez tout faire, vraiment. Mais il y a ce petit problème de chauffe. Parmi tous les super petits smartphones qui existent sur le marché, honnêtement, le Zenfone 8, c'est peut-être le meilleur. C'est pas encore un Goliath, même s'il voudrait l'être. Donc, bon point, vraiment bon point pour Asus sur ce Zenfone 8, qui est vraiment super, mais qui évidemment a les défauts de sa petitesse. Voilà qui conclut cette vidéo sur le Zenfone 8. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour ne rater aucun autre rendez-vous. Je vous retrouve très bientôt sur la chaîne Phone Android. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!